Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te montre ce qu'est le SSR. Je t'explique ce que c'est, le SSR, le Server Side Rendering. Et aussi, je vais en profiter pour te parler du SSG, le Static Site Generation. Et je vais en profiter pour te montrer un petit exemple avec React et Vite. Si tu me connais pas encore, moi c'est Brian, t'es sur Atomic React, la chaîne qui te dévoile les moindres secrets de React et de son écosystème. Avant d'aller plus loin, je te conseille de t'abonner à cette chaîne YouTube parce que des vidéos comme celle-ci, il y en aura plein qui vont sortir à l'avenir. Et je te recommande aussi de liker ces vidéos pour que l'algorithme YouTube puisse te proposer d'autres vidéos du même genre. Bon, parlons maintenant du SSR. Mais avant de comprendre le SSR, il faut comprendre ce qu'est le CSR, c'est-à-dire le Client-Side Rendering. En fait, c'est le système de rendu par défaut de la plupart des frameworks et des librairies JavaScript qu'on trouve aujourd'hui. Donc c'est le cas pour React et Angular par exemple, ils fonctionnent comme ça par défaut en client-side rendering. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tu vois ici, je te représente un serveur à gauche qui se charge d'héberger du coup le contenu de notre application ou de notre site web. Donc lui, il est là juste pour héberger le code source. Quand on va faire une requête à ce serveur depuis un client, donc depuis un poste, depuis ton navigateur, tu vas faire une requête par exemple sur atomicreact.com/formation parce que tu veux récupérer la page qui liste toutes les formations disponibles sur Atomic React. Le serveur, ce qu'il va faire, c'est qu'en réponse, il va te renvoyer tous les fichiers du site côté client. Donc il va t'envoyer un fichier HTML, puisque dans une application qui fonctionne en CSR, il n'y a qu'un seul fichier HTML généralement. C'est le fonctionnement des single page applications. Si ça te parle, ça fonctionne pareil. C'est basé sur ce fonctionnement-là. On va te renvoyer des fichiers CSS et on va te renvoyer surtout du JavaScript. Et ensuite, c'est le client, quand il va récupérer du coup tous ces fichiers, qui va se charger de construire le site directement en live pour l'utilisateur. Donc il reçoit un fichier HTML qui est complètement vide, avec du JavaScript, et dans le JavaScript, il y a tout le code qui dit, bah voilà, à tel endroit, je veux que tu rajoutes tel élément HTML, à tel autre endroit, je veux que tu rajoutes tel autre élément HTML, etc. La génération de la page qu'on a demandé, elle s'effectue côté client. Le serveur, il a juste renvoyé le mode d'emploi en fait. Alors il y a des avantages au CSR. Déjà, la facilité d'implémentation des composants dynamiques et interactifs. C'est beaucoup plus simple à gérer quand on n'a que du client à s'occuper. Ça crée une certaine fluidité dans l'interface, puisque comme je le disais juste avant, ça concerne principalement du coup les applications, enfin c'est ce qu'on voit aujourd'hui en tout cas, les single page applications, donc les applications qui fonctionnent sur le système de page unique, c'est-à-dire avec un seul fichier HTML et tout le contenu à l'intérieur qui va être généré à la volée. Donc ça évidemment, ça dépend aussi des performances du client, et des optimisations qu'on va apporter à notre application. Mais globalement, ça permet de réduire les temps de chargement parce que en fait, le client, il dispose déjà de tout le code de l'application. Il n'y a pas besoin de faire de requêtes supplémentaires pour générer une nouvelle page. J'entends une requête au serveur. Lui, il a déjà le code. C'est le client en fait qui va générer du coup ces pages-là. Donc ça induit une illusion de temps de chargement assez court et on a toujours des données à jour dans l'interface, puisque quand on va vouloir faire une requête de nouvelles données, on ne va pas requêter une nouvelle page, on va simplement requêter des données, et c'est le client qui va être en charge du coup de mettre à jour ces données dans l'interface. Donc le client, il dispose toujours de données à jour. Ensuite, au niveau des inconvénients du client-side rendering, on a les très très mauvaises performances SEO. Donc le SEO, c'est le Search Engine Optimization, donc c'est l'optimisation de l'indexation dans les moteurs de recherche, c'est-à-dire du référencement. Et donc les moteurs de recherche, pour bien comprendre quel est le contenu d'un site et pour pouvoir le référencer correctement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher à lire le contenu du site pour pouvoir du coup l'analyser. Et donc pour faire ça, les moteurs de recherche, ils vont faire des requêtes à des serveurs. Et c'est là que ça coince. C'est que côté serveur, on n'a aucun contenu qui est généré. Les pages ne sont pas générées côté serveur, mais côté client. Donc du coup, le moteur de recherche qui va analyser la page, lui, ce qu'il va recevoir, c'est un fichier HTML vide, avec aucun contenu à l'intérieur. Du coup, il ne va pas pouvoir déterminer quelle est la nature du contenu, de quoi le site parle, etc. Et du coup, il ne va pas pouvoir le référencer correctement. Donc le client-side rendering, ça induit un très très mauvais référencement. Donc là, pour te donner un exemple, j'ai tout simplement créé une application vite avec React. Je l'ai générée via un raccourci que j'ai créé. Comme ça, j'ai pas à m'en occuper. Il y a mon linter qui est setup et tout ça. J'ai une vidéo qui est dédiée à ça où je t'explique comment j'ai fait. Elle s'affiche là quelque part en haut de l'écran et tu as le lien dans la description si tu veux la voir. Donc ça m'a permis de la générer en 30 secondes et du coup de te montrer ce résultat-là. Donc j'ai fait ma requête à mon serveur qui est en fait en local. Donc mon serveur web qui est sur le port 5173, il me renvoie du coup du contenu, il me renvoie une page HTML.
du CSS et du JavaScript. Sauf que là, on est en client-side rendering. Donc, si je fais un clic droit, View Page Source, donc j'affiche le code source de la page, voilà ce qu'on me renvoie. À cet endroit-là, tu vois que j'ai la div avec l'ID root, puisque c'est une application React, hein, généralement c'est ce qu'on a. Et tu sais que comme c'est une single page application et donc qui utilise le CSR, bah à cet endroit-là, dans cette div, en fait c'est la div parent de tous les autres composants, et c'est là-dedans que vont être générés du coup tous les composants de l'application. Et donc là, j'ai demandé à mon navigateur de vraiment m'afficher le code source que lui, il a reçu, d'accord, de cette page web. Donc on n'a que la div qui a l'ID root, on n'a rien à l'intérieur. Et pourtant, ce qui s'affiche ici, c'est bien, on a bien deux images. On a bien Vite plus React avec un bouton et un compteur. Et on a un peu de texte. Mais tout ça, ça n'apparaît pas à cet endroit-là. Et donc c'est là où je te disais que bah, les moteurs de recherche avec ça, ils sont perdus, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas ce qu'il y a dans la page web parce qu'en fait il y a littéralement rien du tout. Ensuite un autre inconvénient c'est que ça nécessite de charger les données en plusieurs fois. Donc logiquement ça allonge le temps d'affichage des infos. Pourquoi je dis que ça se fait en plusieurs fois? Parce que d'abord on fait la requête au serveur, il nous envoie le HTML et le CSS, et donc ça allonge le temps d'affichage des infos. Mais pourquoi du coup je dis que ça s'affiche en plusieurs fois, enfin qu'on a un chargement en plusieurs fois? C'est parce qu'en fait on va d'abord faire la requête au serveur, qui va donc nous envoyer les fichiers HTML, CSS, JavaScript. Donc on va recevoir la réponse, on a déjà des premières données qui sont chargées. Ensuite, il faut construire le site. Okay, donc le JavaScript va s'exécuter, le site va être construit directement côté client. Ensuite, si on a des données à récupérer, par exemple, je sais pas, bah, je reprends l'exemple de tout à l'heure, on a une page de formation sur Atomic React, il faut aller chercher ces formations en base de données hein, via une requête API. Donc je fais ma requête API, j'attends que les informations arrivent, donc je suis en train de les charger. Ensuite, bah, il faut les afficher, ces informations. Donc il faut mettre à jour les composants de l'interface pour pouvoir afficher la liste des formations au bon format. Donc tout ça, c'est un certain nombre d'étapes. Alors ça peut être amélioré, entre guillemets, avec un certain nombre d'animations, voilà, pour donner l'illusion à l'utilisateur qu'il n'attend pas vraiment quelque chose et que tout se fait plus ou moins rapidement. Mais tout de même, ça rajoute du temps de chargement entre le moment où on fait la requête de l'affichage initial du site et le moment où on a l'affichage complet du site. Tout ça, bah, ça demande un certain temps parce qu'il y a un certain nombre d'étapes à réaliser avant d'avoir le rendu final. Donc les cas d'usage du CSR, ça va être quoi? Ça va être les applications web qui ont des mises à jour de données fréquentes et qui n'ont pas besoin d'optimisation des performances SEO. Donc par exemple, si tu as une application vraiment métier à développer pour un client, une application très spécifique qui est privée, qui n'est pas à destination d'utilisateurs particuliers ou du moins qui n'a pas vocation à être référencé sur les moteurs de recherche tout simplement, et ben dans ce cas-là, le CSR, ça marche très bien. Maintenant, parlons du server-side rendering, du SSR, c'est-à-dire le rendu côté serveur. Littéralement, si on devait traduire, c'est ça. Donc le rendu côté serveur, ça permet du coup de générer des pages web côté serveur, comme son nom l'indique, pour les envoyer toutes prêtes au client. Donc je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. On fait une requête sur le site atomic-react.com/formation. On veut récupérer du coup la liste des formations à afficher dans le navigateur. Donc le client fait cette requête au serveur. Le serveur, lui, il reçoit ça et il dit OK, il faut que je génère la page de la page des formations. Donc il fait sa petite tambouille de son côté, il génère une page HTML toute prête et il renvoie seulement les fichiers de la page demandée au client. Et donc là, le client, il a quasiment rien à faire. Il a juste à récupérer du coup le contenu de la réponse et à l'afficher tel quel. Donc là, dans ce cas-là, avec le server-side rendering, on a un rendu qui est dynamique. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais faire une nouvelle requête sur atomicreact.com/formation, je vais avoir une nouvelle page de formation qui va être générée. À chaque fois, le serveur il va régénérer la page pour l'envoyer toute prête au client. De cette façon, le client a toujours des données à jour. Alors le SSR, il a pas mal d'avantages. Il permet déjà de réduire la charge de travail pour le client. Le client, il n'a plus besoin d'exécuter tout le code JavaScript pour générer la page entièrement. Ça, c'est le serveur qui s'en occupe. Donc quand on a des posts qui sont pas super performants, bah, du coup, ça permet d'aller un petit peu plus vite côté client, d'optimiser un petit peu les performances de ce côté-là et de pas bouffer, si on est sur un téléphone, sur un mobile par exemple, de pas bouffer la batterie avec des scripts qui tournent comme ça sans arrêt pour générer du contenu. Et du coup, ça permet aussi de réduire le nombre d'étapes pour charger les données.
le HTML arrive au client directement prêt à l'emploi. Il arrive comme ça, le client l'interprète tel qu'il le reçoit. Et ça exclut pas du tout le client-side rendering, c'est-à-dire que le client va récupérer du coup une page HTML toute prête, mais il va aussi récupérer du JavaScript. Ce JavaScript-là, il peut être exécuté. Je peux par exemple cliquer sur un bouton, ça va déclencher l'affichage d'une modale, etc. Le site va pouvoir continuer à vivre comme si de rien n'était, comme si on était toujours en client-side rendering après. Donc on n'est pas complètement bloqué avec un affichage statique. Ça permet des bonnes performances SEO, parce que contrairement au client-side rendering où je te faisais la démo juste avant, du coup on avait un fichier HTML complètement vide, et bien cette fois-ci les fichiers HTML ils sont bien écrits, ils sont bien renseignés, on a toutes les données à l'intérieur. Et en plus de ça, comme la page est régénérée à chaque requête, on a toujours des données à jour dans l'interface. Donc je te montre ce que ça donne ici, tu vois, j'ai encore une fois une petite application web avec Vite plus React que j'ai généré de la même manière que la précédente, sauf que cette fois-ci, j'ai utilisé le server-side rendering. Donc cette vidéo, elle n'est pas faite du tout pour te montrer comment on fait pour faire du server-side rendering, mais juste pour t'expliquer déjà la différence entre le client-side rendering et le server-side rendering. Mais après, t'inquiète pas, je te donnerai quelques pistes pour que tu puisses le faire toi-même. Donc ici, si on fait un clic droit, View Page Source, voir le code source de la page, on va voir que dans notre div qui a la ID route, on va avoir du contenu. On va avoir tout un tas de choses. Alors forcément, c'est minifié, donc tout est sur une seule ligne. Il n'y a plus d'espace entre les balises, plus de soulignes, etc. Il n'y a plus d'indentation. Mais par contre, on voit bien qu'ici, on a count is 0, donc on a bien le contenu qu'on avait ici. On devrait voir edit src app.jsx and save to test HMR. Donc ça, on devrait le voir juste là, tu vois. C'est un petit paragraphe. Click on the Vite and React logos to learn more. On l'a aussi à cet endroit-là. Donc là, le contenu, il arrive de manière complète au client. Ça veut dire que les moteurs de recherche peuvent lire aisément tout ce contenu-là et donc comprendre le contenu du site et donc mieux le référencer. Mais évidemment, tu t'en doutes, il y a des inconvénients au server-side rendering. Déjà, ça impose de gérer à la fois une logique back-end et une logique front-end, puisque comme je te l'ai dit, les fichiers, du coup, enfin les pages sont générées côté serveur. Donc ça, il faut t'en occuper. Il va y avoir des optimisations à faire, surtout s'il y a des données à traiter, parce que ça peut augmenter du coup le temps de chargement. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Atomic React slash formation, il faut que du coup le serveur reçoive la requête, qu'il la traite. Pendant son traitement, il va aller chercher toutes les formations en base de données. Éventuellement, il va vouloir récupérer, je ne sais pas, des images qui sont stockées sur un bucket quelque part. Tu vois, il va récupérer tout un tas d'informations. Ensuite, il va générer la page, ça aussi, ça prend du temps. Et une fois qu'il a fait tout ça, il va tout transmettre au client. Heureusement que le caching existe, mais tout de même, ça prend du temps. Et ensuite, il y a la régénération de la vue à chaque requête, qui peut du coup allonger le temps de chargement. Bah ouais, à chaque fois qu'on fait la requête, la vue, elle est régénérée. Donc il y a une seconde, je te parlais de caching, c'est là pour ça. Si jamais on a déjà les informations stockées dans un cache, bah, on va pouvoir les utiliser pour éviter de régénérer la page à chaque fois. Mais ça, du coup, c'est très demandeur en termes de temps et en termes de ressources. Donc au niveau des cas d'usage du SSR, tu peux t'en servir dans les mêmes cas que pour le CSR, c'est-à-dire des applications et des sites web métiers, donc des applications web qui sont voilà, privées pour des clients professionnels, etc. Notamment qui ont besoin du coup de mise à jour fréquentes au niveau de l'interface. Et tu peux t'en servir aussi avec des applications et sites web qui ont besoin d'optimisation SEO. Avant de te donner des pistes sur comment tu peux faire pour intégrer le SSR sur tes projets, je vais te parler aussi du Static Site Generation, donc c'est-à-dire du SSG, de la génération statique de sites. Donc là, le principe, c'est un peu le même que le SSR, le Server Side Rendering, c'est-à-dire qu'on va générer la page côté serveur, mais on va faire encore mieux que ça. Là, on va résoudre un des problèmes du SSR. Le problème du SSR, c'est qu'à chaque requête, on régénère la page. Là, cette fois-ci, on dit, attends, la page, on peut peut-être la générer directement au build. Donc, c'est-à-dire au moment où on va déployer l'application sur un serveur. Okay, par exemple, tu développes du coup une application pour un client. Tu veux faire une mise à jour, tu passes de la V1.1 à la V1.2. Hop, tu rebuilds, ok, tu recrées une nouvelle version de ton application avec tes mises à jour. Donc à ce moment-là, tu régénères tes pages. Et là, on génère des pages du coup qui sont statiques et qui sont ensuite simplement hébergées.
Et au moment où le client il va faire sa requête pour récupérer ses pages, bah, les pages elles sont déjà prêtes. Il n'y a pas besoin de les régénérer, elles sont déjà générées. Et donc le serveur il n'a plus qu'à renvoyer des fichiers statiques au client et le client peut les interpréter du coup tel quel, il a déjà tout son contenu à afficher. L'avantage du Static Site Generation, c'est que bah, ça réduit le temps de chargement parce que bah, les pages elles sont déjà générées. Ensuite, on a les mêmes avantages que pour le SSR, hein, le Server-Side Rendering. La charge de travail elle est réduite pour le client parce que forcément c'est généré côté serveur et pas côté client. On a accès toujours au client-side rendering. Une fois qu'on a récupéré les fichiers côté client, bah, on peut toujours interagir avec l'interface et avoir du code réactif. Donc on peut toujours cliquer sur des boutons, afficher des modales, etc. Avoir une gestion du state, machin, tout ça c'est possible. Parce qu'on a le code back-end d'un côté, mais on a toujours le code front-end de l'autre, hein. Et on a forcément des bonnes performances SEO, hein, puisque du coup c'est généré côté serveur et les moteurs de recherche peuvent lire tout ça correctement. Et on a aussi les mêmes inconvénients que le SSR, c'est-à-dire que ça impose de gérer à la fois une logique back-end et une logique front-end. Et là, on a un nouvel inconvénient qui se pointe, c'est l'impossibilité d'avoir des données à jour. Au moment où le client va faire sa requête, il aura en fait la page, l'état de la page au moment où la version aura été build. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, tu vois, on est le vendredi 26 mai. Si je build aujourd'hui mon site ou mon application en SSG, bah, ce sera la version du 26 mai qui sera enregistrée avec les données, l'état des données au 26 mai qui seront générées à cet endroit-là. Et donc, si j'arrive 2 mois plus tard, tu vois, en juillet, je demande du coup cette page-là et que j'ai pas fait de mise à jour, j'ai pas rebuild, et ben j'aurai la version du 26 mai avec les données du 26 mai. Donc, s'il y a des nouvelles infos qui ont été enregistrées en base de données entre temps, bah, du coup, on les a pas. Donc là, ça veut dire que c'est au client de refaire une requête ensuite pour afficher les données à jour. Donc on perd un peu l'intérêt. Et ensuite, ça crée forcément des temps de build plus importants, puisque là, on génère vraiment tout le site, on génère toutes les pages du coup en statique. Donc il faut le temps d'aller récupérer les données, etc. Et puis de tout générer. Donc le SSG, c'est pratique du coup pour les sites vitrines qui sont complètement statiques et pour les composants statiques, puisqu'on peut adopter aussi le SSG seulement sur des composants spécifiques. On en reparle un peu plus tard. Alors pour résoudre un petit peu ce problème de mise à jour, qui concerne du coup le SSG, le Static Site Generation. Tu sais, le problème de mise à jour par rapport à une version précise, à une date précise où on a généré la page. Et si je reviens quelques mois plus tard et que ça n'a pas été rebuild, bah, du coup j'ai toujours cette version-là, j'ai pas de données à jour. Du coup, pour résoudre ce problème-là, on a l'Incremental Static Regeneration. Donc, régénération statique incrémentale qu'on appelle ISR. Là, l'idée, en fait, c'est exactement la même chose que le SSG. Il y a juste un détail qui va changer, c'est que on va de manière périodique redéclencher la génération, la régénération du coup des pages ou des composants. Donc là, cette fois-ci, si je build au 26 mai, je dis bah voilà, toutes les 24 heures tu régénères ou tous les 2 jours tu régénères en fonction de la fréquence dont j'ai besoin, ok, en fonction de la fréquence de mise à jour de mes données en base de données par exemple. Et ben je lui dis tu rebuilds ces pages-là. Donc là, si je reviens 2 mois plus tard, en juillet, j'aurai une version qui est beaucoup plus à jour que si j'avais tout laissé en SSG. Donc au niveau des avantages, c'est clair, on a les mêmes que le SSR, mais en plus de ça, on peut disposer de données à jour. Alors attention, c'est pas des données à jour immédiates. Il y a toujours ce temps, du coup, c'est par période, hein, c'est par cycle, du coup. On dit, voilà, tous les X temps, tu redéclenches une régénération. Il y a aussi évidemment des inconvénients. C'est les mêmes que le SSG. Il faut gérer à la fois une logique back-end et une logique front-end. Il y a des temps de build plus importants voilà, par rapport à du SSR ou du CSR forcément. Mais du coup, l'avantage par rapport au SSG, c'est que on a nos mises à jour. Au niveau des cas d'usage, ça peut parfaitement être utilisé dans des sites vitrines où il y a des petites mises à jour de temps en temps. Au niveau des blogs aussi, ça peut être utile. Voilà, tu dis bah, j'ai mon blog avec mes articles. Et si je veux modifier un article, j'ai pas besoin que la mise à jour elle se fasse tout de suite, mais je veux avoir mon article en statique pour qu'il soit bien référencé. Donc du coup, je vais dire bah tu régénères la page de l'article toutes les 24 heures par exemple. Bon, j'ai eu un petit problème de capture vidéo, donc du coup pour les pistes que je t'ai promis, je tourne ça un peu plus tard. Et donc je voulais rapidement te montrer
comment j'avais fait avec Vite pour du coup mettre en place le SSR. Donc là, c'est bien du server-side rendering, c'est pas du SSG, c'est pas de l'ISR, c'est bien du server-side rendering. Donc ça veut dire que les pages sont régénérées à chaque requête. Enfin, la requête qui demande une certaine page va régénérer la page en question. Donc Vite te permet de faire du SSR grâce à Create Server ici qui est importé depuis Vite. Ensuite, j'utilise Express pour le serveur web. Donc tu vois que je m'en sers hop, à cet endroit-là. Et donc à chaque requête qui va être réceptionnée par ce serveur Express, on va un petit peu plus bas, tu le vois ici, effectuer un render en lui passant l'URL. Et ce render, d'où est-ce qu'il vient? Il vient de entryserver.jsx qui est juste ici, qui va recevoir du coup l'URL et nous on va récupérer le chemin. Et ce chemin, on va le passer à static router qui vient de React Router DOM server. Donc en fait, React Router DOM dispose de fonctionnalités côté serveur pour justement te permettre de faire du server-side rendering et du coup de gérer plusieurs pages comme ça. Donc tout ça, je l'ai fait manuellement, c'est très bien documenté, hein. J'ai quasiment fait un copier-coller intégral de la documentation de Vite pour faire ça. Et tu vois que j'utilise du coup des librairies qui sont externes à Vite et à React, hein, comme React Router DOM. Et d'ailleurs, à chaque fois que tu vas avoir du coup des librairies comme ça que tu vas vouloir utiliser, il va falloir te poser la question, est-ce que je dois les gérer aussi côté serveur pour que mon application fonctionne correctement? Donc dans le cas où tu as des petites applications avec peu de fonctionnalités, où tu as des simples sites web, tu vois, c'est gérable, mais quand tu as des plus grosses applications, ça commence à devenir un peu pénible. Du moins, tu as toute cette partie configuration, mise en place, qui peut être un peu pénible. Donc du coup, pour ça, je vais te recommander plutôt d'utiliser Next.js ou Remix, qui sont tous les deux des frameworks pour React. Donc, dans la vidéo de la semaine prochaine, je te parlerai des frameworks, notamment de React. Est-ce que c'est un framework ou une librairie? Je t'exposerai les différences entre les deux. Mais du coup, là, pour l'heure, je te parle de Next.js en tant qu'outil te permettant de gérer, parce que si on descend un petit peu plus bas, on va le voir, voilà, des components serveurs, des serveurs components, et de faire du coup du client et serveur rendering, et aussi de gérer la static generation, donc le SSG et l'ISR. Et donc ça, c'est déjà configuré en fait. Next.js va te mettre à disposition toutes ces fonctionnalités-là qui sont déjà préfaites, et toi, tu n'auras plus qu'à t'en servir. Voilà, donc il y a aussi le routeur qui est déjà géré. Donc en termes de configuration, tu n'as rien à faire. Et pour Remix, bah, c'est pareil. Tu as exactement le même genre de fonctionnement. Le système de routage avec Remix, il est très similaire à celui de Next.js, donc si tu switches de l'un à l'autre, tu ne seras pas perdu, même s'il y a forcément des fonctionnalités qui diffèrent. Et donc là aussi, ça va te permettre de faire du SSR, du SSG, de l'ISR, etc. Voilà, c'est tout ce qui manquait à cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, hein. Tu peux la liker si c'est le cas. D'ailleurs, si tu likes ce genre de vidéo, bah, YouTube te recommandera d'autres vidéos du même genre. N'hésite pas à t'abonner non plus, puisque des vidéos comme celle-ci, il y en aura d'autres. Autrement, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à la prochaine. Salut.